Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette keynote de clôture. Donc, Tristan, que je vais laisser se présenter, ça va dire synthétique, n'a pas pu être avec nous hier matin. Il devait faire la keynote d'ouverture d'hier matin, mais il a réussi à être avec nous à distance et à faire coucou à travers la caméra. Voilà. À être présent à distance pour cette keynote de clôture et à accepter de faire un truc qui est un exploit pour lui, qui est de commencer un talk de 50 minutes en 15 minutes. Sachant qu'après toi, il y a un gâteau, donc si tu parles trop longtemps, les gens vont avoir faim et le breton est assez antipathique. Donc on compte sur toi pour être assez rapide. Je ne sais pas si tu as un retour de la salle. Ah oui, tu me vois moi. Peut-être qu'on pourra retourner tout à l'heure la caméra pour que tu vois quelqu'un d'autre que moi. Voilà, j'arrête de faire l'idiot et je te laisse la parole tout de suite. Merci Tristan. Bon merci à tous pour l'accueil, ça fait plaisir. Je suis désolé parce que j'aurais bien aimé être avec vous aujourd'hui, comme ça j'aurais rapporté du sarrasin et du beurre salé, enfin du vrai beurre quoi. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui et tiens, je vais vous partager mes slides, ça sera quand même plus simple. Hop, une seconde. Normalement on y est. Voilà. Vous parlez de dérèglement climatique. Alors c'est vraiment un défi à plein de niveaux. Alors déjà, vu le changement de programme, je me suis retrouvé à devoir faire la même chose en plus court et je vous avoue que c'est pas simple. Et puis Sylvain m'avait demandé de terminer sur une note positive. Et alors, si vous voulez déjà rien en tant que tel parler du dérèglement climatique pour finir sur une note positive, c'est en gros on va essayer de faire du mieux possible, mais c'est compliqué. Donc, le premier défi, ça va être de vous expliquer le changement climatique ou dérèglement climatique. Normalement, je le fais en 8 slides, ce qui est déjà très compliqué, mais là, maintenant, je vais vous le faire en 3 slides. Donc, attention, c'est fait par des professionnels, ne reproduisez pas ça chez vous, parce qu'il y a forcément des approximations et des gens qui trouveront à redire des choses, mais bon, s'il faut le faire en 3 slides, je le fais en 3 slides pour qu'on soit tous d'accord. Et accrochez-vous, c'est du dense. Qu'est-ce qu'il faut retenir du dérèglement climatique? Premièrement, le changement climatique est l'œuvre de l'humain. Quiconque vous dit le contraire, vous dit ouais, n'est pas sûr, machin, etc. Et soit un conspirationniste, soit un con. C'est-à-dire, on peut vraiment le dire comme ça. On n'a pas beaucoup de temps, donc il faut choisir des mots courts. Donc non, mais c'est vrai, ça ne se discute plus. Voilà, j'aimerais bien que ça soit pas vrai, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de changement climatique, mais il est là, il est scientifiquement prouvé. Depuis 32 ans, les gens du GIEC ne cessent d'accumuler les preuves scientifiques que c'est bien l'homme qui provoque le dérèglement climatique. En quoi ça consiste le dérèglement climatique? Quelles sont ses conséquences? Eh bien, ce sont des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont plus fréquents et plus intenses. Et donc, on l'a vu, il paraît même que vous avez eu chaud à Rennes il y a quelques jours, ce qui était une première mondiale. Tous les réfugiés climatiques qui étaient allés se planquer en Bretagne sont très déçus parce qu'il s'est mis à faire chaud aussi. Il y a eu une vague de chaleur alors qu'on était encore techniquement au printemps puisqu'on n'était pas encore au 21 juin. Vous voyez que ça touche absolument tout le monde. Et par conséquent, si on veut éviter que ces choses-là n'empirent de façon significative, eh bien, il y a une chose à faire, c'est réduire massivement et rapidement les émissions de gaz à effet de serre. En gros, il faut arrêter de brûler des énergies fossiles, il faut arrêter de brûler du charbon. On le fait assez peu en France, mais quand même, il n'y a pas que nous, parce que c'est un problème global. Donc, arrêtez de brûler du charbon, arrêtez de brûler du gaz. En plus, ça va arrêter de financer la guerre en Ukraine et arrêtez de brûler de l'essence. D'où viennent ces gaz à effet de serre? Alors, ces gaz à effet de serre, ils sont deux. C'est le dioxyde de carbone, CO2, et le méthane, CH4. Le dioxyde de carbone, principalement, il vient du fait que, justement, on brûle des énergies
fossiles. Le méthane, pour sa part, il vient de deux choses. C'est que quand on extrait des énergies fossiles, du pétrole, du gaz ou du charbon, eh bien, en fait, il y a du méthane qui est dans le sol et qui s'échappe, qui va dans l'atmosphère et donc qui alimente l'effet de serre. Le dioxyde de carbone, lui, donc c'est la combustion d'énergie fossile. Je voudrais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas, mais j'ai mis un petit rond rouge là sur le graphe de droite, et vous voyez qu'il y a marqué France. Et en France, c'est particulier, c'est que le CO2, le dioxyde de carbone, eh bien, contrairement aux autres pays, par exemple à la Chine, eh bien, c'est de 12% du CO2 vient de la production d'électricité. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est important pour la suite. Alors qu'à l'inverse, en Chine, par exemple, donc qui est avec la partie où la barre jaune est la plus importante, eh bien, en Chine, 50% du CO2 provient de la production d'électricité. Quels sont les rapports avec la révolution industrielle que je cite dans le titre? C'est qu'en fait, à une époque, on brûlait très très peu d'énergie fossile et donc on n'avait pas de problème de gaz à effet de serre. Et puis avec la révolution industrielle, on s'est mis pour fabriquer des machines, pour extraire du fer, pour faire des machines et alimenter ces machines en énergie, on s'est mis à brûler massivement des énergies fossiles. D'abord du charbon, et ensuite du pétrole et aussi du gaz. Et ça nous a donné cette opulence matérielle qu'on a globalement en Occident, c'est-à-dire beaucoup de biens matériels qui sont fabriqués dans des usines et qui sont essentiellement toute la chaîne est alimentée en énergie fossile. C'est ça qui est compliqué, c'est que notre confort actuel matériel, il vient du fait que on a brûlé par le passé et qu'on peut brûler de plus en plus d'énergie. Parce que les énergies fossiles, on en brûle de plus en plus, jour après jour. Alors qu'il faudrait faire le contraire. Et effectivement, on va voir ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est très simple. Ça, ce que vous voyez, la barre du haut, là, le niveau actuel, et la production, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. En gros, c'est les gaz à effet de serre produits. C'est à peu près 10 tonnes d'équivalent CO2 par an pour un Français moyen. Répartis quasiment à égalité entre la mobilité, donc en gros essentiellement la voiture et puis la camionnette et puis l'avion, et le logement, sa fabrication, son chauffage, etc. Tout ça, donc ça fait environ 10 tonnes de gaz à effet de serre qu'on émet chaque année en tant que Français. Mais pour éviter le drame climatique et pour atteindre les niveaux de l'accord de Paris, qui est un réchauffement idéalement de 1,5 degré, il faut diviser ça par 5. Autrement dit, c'est un défi qui est absolument monstrueux. Pour y arriver, on a réussi. En fait, il faudrait réussir à baisser de 5% par an, 5% par an, tous les ans, moins 5%, et encore moins 5%, et encore moins 5%, jusqu'en 2050. Et là, on arriverait à descendre à 2 tonnes d'émissions en moyenne par Français. Et en gros, c'est l'équivalent d'un Covid tous les ans de 2022 à 2050, puisque le Covid a provoqué une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc autant vous dire que, alors c'est pas la même situation que le Covid, puisque il faut que ça soit choisi, alors que le Covid aurait subi, mais il faut y aller de façon volontariste, sinon on va jamais y arriver. Donc j'avais dit 3 slides sur le changement climatique, voilà, c'est fait. Quel rapport avec le numérique? Et bien le numérique, comme toute activité humaine, il émet des gaz à effet de serre. Vous prenez votre bagnole, vous émettez des gaz à effet de serre, vous faites réchauffer une poêle avec du beurre salé et une galette, eh bien ça émet des gaz à effet de serre aussi. Et dès là, je suis en train d'ouvrir la bouche et de respirer, j'émets des gaz à effet de serre. Pas beaucoup, mais j'en émets quand même. Donc toute activité humaine émet des gaz à effet de serre. Le numérique peut nous aider à réduire ces émissions de gaz à effet de serre. C'est important de le dire, c'est essentiel de le dire. Maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de dire ouais, mais nous, grâce au numérique, on émet moins de gaz à effet de serre, et donc il ne faut pas venir nous emmerder, il faut qu'on puisse en faire plus du numérique. Et là, on n'est quand même pas loin du greenwashing, on n'est pas loin des gens qui demandent en fait un genre de chèque en blanc. Non mais nous, laissez-nous faire.
et pour en faire toujours plus. L'enjeu, c'est de faire que le numérique permette plus d'économies qui ne génèrent de gaz à effet de serre. Il faut que notre contribution elle soit positive, sinon on fait partie du problème. Et croyez-moi, on ne veut pas faire partie du problème parce que le défi est absolument énorme. Et ça, quand même, ça fait 50 ans, en tant qu'industrie du numérique, qu'on fait des conneries. Ça fait 50 ans que le premier microprocesseur commercial a été inventé et commercialisé, c'était le Intel 4004. Il y a plus de 50 ans, c'était un microprocesseur 4 bits. Et depuis, en fait, la puissance des microprocesseurs augmente, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on la gaspille, cette puissance. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est que le web, en 1995, la page web moyenne, elle faisait 14 kilooctets. Et qu'en 2021, la page web moyenne, elle fait 2 mégaoctets, soit 146 fois plus. Est-ce que nos pages web sont mieux en 2021 qu'en 1995? Oui. Est-ce qu'elles se chargent plus rapidement? Pas beaucoup. Est-ce qu'elles sont 146 fois mieux? C'est pas sûr. Enfin, je veux dire, je suis à peu près sûr du contraire. Il y a peut-être des moments où elles sont 146 fois mieux, mais ça relève de l'exceptionnel. Elles sont peut-être 2 fois mieux, 5 fois mieux. C'est sûr, elles sont peut-être plus accessibles, elles sont peut-être développées plus rapidement, mais elles ne sont pas 146 fois mieux. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette puissance informatique qu'on a réussi à créer et à mettre dans les mains des utilisateurs, on la gaspille. L'expérience du web s'est améliorée, mais elle s'est améliorée marginalement, elle ne s'est pas améliorée de 146 fois. Un deuxième exemple, alors vous me pardonnerez, ça fait vraiment exemple de daron, mais c'est Office sur Windows, parce qu'il fallait que je trouve un exemple qui tourne sur plus de 20 ans. Si vous preniez Office 97 et Windows 98, donc il y a 25 ans, vous aviez besoin d'une certaine puissance processeur et d'une certaine quantité de mémoire. Et aujourd'hui, vous avez encore des gens qui utilisent Word et Excel sur des machines Windows. Et maintenant, il faut une certaine puissance. Et au niveau de la RAM, c'est 171 fois plus. Et au niveau du CPI, il faut des CPU, donc des processeurs 60 fois plus puissants qu'à l'époque. Est-ce que votre document Word, il est 60 ou 171 fois mieux en 2022 qu'en 98? Probablement pas. Alors, il est mieux parce que vous pouvez mettre des jolies fontes et que vous pouvez mettre des smileys, enfin des emojis. Mais c'est pas 171 fois mieux, non plus. Là encore, une vraie gabegie, une énorme dépense d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre indirectement, qui fait que on n'a pas progressé en 50 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus parce que c'est une question d'action. Il y a cette urgence climatique, cette réduction des gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on fait pour nous, en tant qu'informaticiens, pour prendre le problème à bras-le-corps et jouer pleinement le rôle que le monde est en droit d'attendre de notre part? Alors, là, je vais rentrer dans des détails un petit peu plus techniques et vous parler de d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre du numérique en France. Je souligne le en France, parce que en France, c'est pas pareil que dans le reste du monde. Alors, avant de rentrer dans les détails, on va déjà expliquer un peu plus de contexte. On va considérer que le numérique, ça peut être divisé en 3 parties. Première partie, le terminal, celui qu'on a sur le bureau, qu'on a dans notre poche, ou aussi dans notre salon, parce que la télévision aujourd'hui est une télévision qui est numérique, la TNT, télévision numérique terrestre, c'est un terminal numérique. Donc voilà, ça c'est les terminaux. La deuxième couche, en fait, c'est le réseau, aussi bien les antennes 4G que mon routeur Wi-Fi ou que mon câble Ethernet, et évidemment tout le cœur de réseau, les fibres qui traversent la France et le monde pour acheminer mes données et mes requêtes. Et puis troisième couche, c'est le data center où je vais avoir mes données et des traitements dans ces hangars climatisés. Donc voilà, en gros, aussi pour schématiser les 3 parties, les 3 grandes parties du numérique, les 3 niveaux du numérique, le terminal, le réseau, le data center.
Et en même temps, il ne faut pas oublier, pour faire simple, je le divisais en trois parties, c'est les étapes du cycle de vie. C'est-à-dire que votre matériel, avant que vous l'utilisiez, qu'il se mette à consommer de l'électricité pour fonctionner, eh bien, avant, évidemment, il y a une étape de fabrication qui est essentielle, et il y a une étape, après, de recyclage. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que côté recyclage, on est complètement nul, hein, et je vais même le passer sous silence par la suite, tellement c'est honteux, mais en gros, notre matériel, il est très mal recyclé, et il finit essentiellement dans des décharges où les différents métaux plus ou moins précieux, dont l'or, qui sont dans nos matériels, ne sont pas récupérés parce qu'ils sont en quantité trop infime pour qu'on puisse le faire. Donc on va regarder essentiellement deux parties, une partie fabrication et une partie utilisation. Alors, il y a des gens qui ont fait des calculs sur ces sujets-là, qui ont pris qui ont estimé les différents composants du numérique ensemble et sur les différentes étapes du cycle de vie. Ils ont fait des travaux très compliqués et voilà le résultat que ça donne. Hein. J'aurais prévu de vous détailler tout, mais là on va sauter directement à la conclusion. C'est que la fabrication des terminaux représente 76%, donc les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre pour l'utilisation du numérique en France. Et le reste, l'utilisation des terminaux, c'est 8%, la fabrication du réseau, 5%, l'utilisation du réseau, 5%, la fabrication des data centers, 2%, et l'utilisation des data centers, 4%. Des gaz à effet de serre, si tout ça est situé en France. Je vous ai listé en bas là l'étude INUM 2020, donc on trouve sur greenIT.fr. Elle est téléchargeable gratuitement. Je vous encourage à la lire. Elle est très facile à lire, très synthétique, c'est très intéressant. Et encore une fois, c'est pour la France. Pourquoi la France elle est différente des autres? Deuxième, c'est parce qu'en France, on a la chance d'avoir une électricité très décarbonée. C'est-à-dire que quand on produit de l'électricité en France, eh bien, on la produit essentiellement avec du nucléaire, enfin quand il marche, et avec des barrages hydroélectriques, s'il y a suffisamment d'eau dans les barrages. Alors, inutile de vous dire que avec le dérèglement climatique, et on le voit déjà, hein, là on est en juin, il y a beaucoup de centrales qui sont arrêtées, soit pour des raisons de maintenance, soit par manque d'eau, eh bien le dérèglement climatique va gêner la production d'électricité en France. Donc on n'a pas les fesses sorties des ronces, concrètement. Donc ça c'est très décarboné, c'est-à-dire que ça produit très peu de gaz à effet de serre, parce que c'est le nucléaire et l'hydroélectricité. Là où en Pologne ou en Chine, l'essentiel de l'électricité est produit à base de charbon, là, quand vous consommez l'électricité en Pologne ou en Chine ou dans d'autres pays, ou aux États-Unis par exemple, eh bien là, vous avez l'électricité qui est très carbonée. Et donc, dès que vous vous servez de votre ordinateur en Pologne ou en Chine, ou vous fabriquez un ordinateur en Chine, par exemple, eh bien là, vous émettez beaucoup de gaz à effet de serre. Et c'est exactement ça qu'on observe dans ce camembert. C'est cette prédominance de la fabrication, parce que la fabrication, ce qui est déjà de l'extraction des minerais, leur transformation et puis la fabrication des composants et leur assemblage, tout ça c'est fait dans des pays où toute l'énergie est extrêmement carbonée. En France, quand vous arrivez, vous mettez votre ordinateur, vous le branchez sur une prise française ou votre smartphone, vous voyez bien que l'énergie électrique déjà est assez faible si vous avez une machine moderne, et en plus de ça, elle est décarbonée parce que vous êtes alimenté essentiellement au nucléaire et avec des barrages hydrauliques. Donc, en fait, le problème qu'on a dans le numérique, le gros problème, c'est de ne pas pousser au renouvellement des terminaux. C'est ça qu'il va falloir retenir de tout ça. Le cœur du problème, c'est la fabrication des terminaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'industrie, en tant qu'informaticien? Donc, c'est économiser, éviter le renouvellement des terminaux. Comment on va faire? Premièrement, on peut se former, et ça c'est
essentiel. J'ai entendu dire que vous aviez fait une fresque, je ne sais pas si c'était du climat ou du numérique, que certains d'entre vous ont pu le faire dans le cadre du Brainstorm. Bravo déjà pour cette initiative. C'est très bien, mais ceux qui ne l'ont pas fait peuvent encore le faire ou faire l'autre fresque qu'ils n'ont pas encore fait. C'est génial. Je pense que c'est des outils de prise de conscience qui sont absolument essentiels. Et ça se fait pour 3 fois rien. Vous pouvez organiser ça dans des clubs, vous pouvez, entre amis ou encore mieux au bureau. Alors là, j'en profite aussi pour faire une pub totalement unique et indue sur mon podcast qui s'appelle L'Octévert, où j'ai produit 31 épisodes sur le numérique et le climat. Le tout, je l'essaye dans la bonne humeur, pour aborder plusieurs facettes du numérique, de la fabrication à l'utilisation, au design, etc. Et évidemment, c'est gratuit, sans tracking et sans publicité, parce que je peux faire comme ça. Et donc, ça s'appelle l'Octévert. Deuxième chose à faire, eh bien, c'est commencer à optimiser, voire à éco-concevoir. J'oubliais, attendez, je reviens en arrière d'un coup. Se former, là, deuxième pub. Vous voyez, non, c'est de l'autre côté, voilà. Il est très bien. J'ai lu la préface, je l'ai même écrite. C'est très très bien. Voilà, achetez-le. Voilà, mais j'ai fait que la préface. Je veux dire, ceux qui ont vraiment travaillé, c'est Sylvain, Marjorie et Raphaël que je félicite. Donc voilà, se former, ça passe aussi par les bouquins. Donc ensuite, je reviens à optimiser ou éco-concevoir. Optimiser, c'est prendre l'existant et mesurer là où il y a beaucoup de ressources qui sont utilisées, et puis retravailler de façon à ce que ça consomme moins de ressources, retravailler des endroits qui sont gourmands et de façon à moins consommer. L'éco-conception, c'est en amont, quand on se dit tiens, on va faire un nouveau truc, et là, c'est réfléchir comment on fait un truc qui soit sobre, quoi, qui soit pas gourmand. Et troisièmement, ça c'est très important évidemment, c'est éviter de participer à l'obsolescence programmée. Il y a un truc qui est quand même dramatique, c'est que depuis 50 ans, à cause de la loi de Moore, enfin ces progrès sur les puces électroniques, du matériel qui marchait encore très bien, parce qu'en fait le silicium ça s'use très très peu quand on s'en sert, et ben en fait au bout de 3 ou 5 ans, on jetait du matériel qui marchait encore parfaitement bien, ou qui aurait pu être réparé en changeant les composants, parce que depuis était sorti du matériel au même prix et beaucoup plus puissant. Mais ça, il va falloir arrêter, parce que les 76% dont je vous parlais, d'émissions de gaz à effet de serre en France, elles, dans le numérique, eh bien, elles sont émises par la fabrication du matériel, et en particulier des terminaux. Donc, s'assurer que quand on fait un service, il est compatible avec tous les terminaux anciens et peu puissants, et y compris les anciennes versions du système d'exploitation. Donc, ne pas se contenter d'être compatible avec le dernier iPhone ou Windows 11. Alors, au passage, il paraît que Windows 11 est compatible avec seulement 50% du parc actuel, c'est-à-dire que quand vous allez déployer Windows 11, la moitié du matériel va passer à la benne, juste pour avoir le système d'exploitation. C'est une catastrophe technologique. Et donc, pendant qu'on y est, on profite qu'on est compatible avec GNU Linux, parce que Linux, n'obéissant pas à la même logique, est très souvent utilisé pour donner une deuxième vie au matériel. Voilà. Et bonus perso, eh bien en fait, il faut calculer son empreinte carbone. Ça, je vous encourage à le faire. Ça prend 5 minutes. C'est hyper instructif. Vous allez sur Nos Gestes Climat. C'est fait en France. C'est gratuit, c'est sans publicité. Et vous répondez à un questionnaire et il vous explique combien vous émettez de gaz à effet de serre. Vous voyez, moi, c'est la mienne. Là, je suis à 5,6 tonnes. Et l'idée, c'est de descendre à 2 tonnes. Et il va vous expliquer comment vous pouvez faire pour descendre à 2 tonnes. Et vous allez voir, c'est un challenge tout à fait intéressant. Et voilà, j'étais le dernier obstacle entre vous et le gâteau. Et je viens
de terminer. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ça n'a pas été trop pénible de me voir à distance. Enfin, ça aurait été pire en présentiel. De toute façon, je suis encore plus. Merci à tous. Bravo pour ce Brestcamp et bon gâteau et bon week-end à tous. Merci à toi, Christophe. Merci à toi, Vincent. Je ne sais pas si tu as suffisamment le retour pour entendre les applaudissements, mais merci encore de ton intervention. Et puis maintenant, on va enchaîner sur un petit événement, puisque vous n'êtes pas sans savoir, c'est la 10e édition du Brestcamp. Alors pas la 10e année, parce qu'on a eu un léger blanc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc 10e édition du Brestcamp, et on va fêter ça avec un gâteau qui est là, qui ne sera pas partagé auprès de tout le monde, parce qu'il n'y a que 50 parts, donc on fera une course. On fera les chevilles cassées dans les escaliers. Et donc merci encore à Tristan, on peut l'applaudir une dernière fois. Vous pouvez aussi, encore une fois, applaudir tous nos sponsors, applaudir la fac, applaudir Sim qui nous a fait toute la captation vidéo, applaudir le traiteur qui nous a fait du bon manger. Et puis, il paraît que je suis censé allumer des bougies. Je ne sais pas où est le piège. Maman, je t'aime. Je ne sais même pas comment ça s'allume, ça. Hein ? Ah, ça pique. Alors, si le truc anti-incendie se déclenche, bon, ça sera juste une petite averse gratuite. Hop. Et maintenant, je crois que c'est le moment où je cours loin. Ah, vous allez pouvoir aussi applaudir Nico, qui va nous souffler les bougies. Ah, bah voilà, allez, hop, un incendie. Oh, putain. Non. Attends, je me casse. Oh. Elle a pas pris feu, la nappe, là ? Tiens, cadeau. Alors, c'est une cascade réalisée par des amateurs, mais la refaites pas chez vous quand même. Et puis, les gens qui ont encore une petite faim, vous allez pouvoir descendre. Mais on va d'abord, on va quand même servir en priorité nos bénévoles, que vous pouvez fortement applaudir. C'est tous les t-shirts orange que vous avez pu voir pendant ces 3 jours. Et on n'en a jamais trop de bénévoles. Donc l'année prochaine, n'hésitez pas, si vous voulez venir nous aider, même nous aider à organiser. On n'a jamais trop de monde. On sera très content de vous avoir avec nous. Et puis vous pouvez vous applaudir aussi, parce que sans vous, il n'y a pas de Brestcamp. Les speakers, évidemment, et les participants. Et un grand merci à Sylvain qui a relancé l'idée de cette édition et qu'on a tous suivi avec beaucoup de plaisir. Et alors, pour information, on voit très très mal dans un mas de canard. À table!